Mesdames, Messieurs, chers amis, nous ouvrons cette nouvelle page de l'Agora des Savoirs et j'ai le plaisir de vous présenter Bruno Latour, qui est à la fois un collègue et un ami. Un collègue que je connais depuis quelques années. J'avais découvert des travaux dont il était l'auteur en tant que professeur, je dirais, à l'École nationale des mines, spécialisé sur les technologies et sur les transformations qu'elles apportaient dans notre société. Je me souviens d'un petit bouquin sur Aramis, qui était une innovation au siècle dernier. Et puis des ouvrages plutôt d'épistémologie aux alentours des années 90 et puis du début des années 2000 qui m'avaient passionné parce que je faisais un cours d'épistémologie à la faculté de droit, ce qui est un sport pas très pratiqué, et qui développait un certain nombre d'idées qui me convainquaient, notamment sur le monde pluriel, sur le métier de chercheur, sur la sociologie des sciences, et notamment un petit bouquin que je vous recommande qui s'appelle « Nous n'avons jamais été modernes ». Et qui est un vrai choc dans l'estomac, parce que comme on croit qu'on a été moderne, on découvre que c'est pas vrai, et on va voir que c'est un peu la suite aujourd'hui. Et puis je l'avais redécouvert aux alentours de 2002, où je l'avais invité pour une thèse sur le tracé du TGV dans la vallée du Rhône, et il était en train de préparer, je crois à ce moment-là, un petit bouquin qui est tout à fait passionnant pour moi, qui s'appelle La fabrique du droit, et qui était une enquête au Conseil d'État. Alors, quand on sait comment les juristes révèlent le Conseil d'État, et lui, il avait enquêté comme il serait allé, d'après ce qu'il m'a dit, dans une tribu d'Iroquois. C'est-à-dire une population un peu curieuse, qui a des habitudes, un langage, même un mode de déplacement dans le palais royal, qui est tout à fait surprenant. Et il avait été surpris parce qu'il m'a dit, au bout de 8 jours, d'abord on m'a regardé avec un œil de travers, et puis au bou de 8 jours, je n'existais pas, je pouvais aller et venir. Il se fichait complètement de ma présence, ce qui en dit long sur les Iroquois face aux ethnologues. Et donc, c'est un peu dans la veine de cette recherche que j'ai toujours eu plaisir à suivre les travaux de Bruno Latour. Mais il n'est pas non plus un inconnu pour l'Agora, puisqu'il y a 4 ans, nous l'avions accueilli sur un ouvrage un peu difficile qui s'appelle « Enquête sur les modes d'existence », qui annonce déjà des choses qu'on va voir ce soir. Et il venait d'ailleurs de recevoir à l'époque une distinction d'un Norvégien dont j'ai oublié le nom, qui est le Voltaire, tu m'as dit, norvégien, qui est une grande distinction pour des chercheurs. Alors apparemment donc un discours d'universitaire, je dirais pas banal, mais de bon niveau, de très haut niveau international, mais qui a la faculté de nous interroger d'une manière qui n'est pas habituelle. Et si vous lisez le petit livre qui va faire l'objet ce soir de notre rencontre, vous serez surpris à plus d'un titre, c'est-à-dire qu'il nous interroge sur des sujets, sur des thèmes qu'on n'a pas du tout l'habitude d'envisager de cette manière-là. C'est au croisement de la science politique, de l'histoire des techniques, de l'épistémologie, de la sociologie, bref, peu importe, puisque 2 ou 3 fois tu fais allusion à la science politique et aux politistes. Alors, ce petit livre qui s'appelle donc « Où atterrir », dont le sous-titre est « Comment s'orienter en politique » est déjà évidemment alléchant par ce titre et ce sous-titre. C'est véritablement la suite des ouvrages que je vous ai cités, où la division des modernes que nous avons cru mettre en œuvre entre la nature et la non-nature, entre les humains et ce qui est de l'ordre de la Terre, ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus. Alors, je ne vais pas évidemment déflorer cet ouvrage. Dans ce titre « Où atterrir », déjà on a l'annonce de ce qui va se passer. Il y est d'abord question d'un atterrissage. Ça veut dire que nous ne savons plus où mettre les pieds, si j'ose dire. Le sol s'est dérobé sous nos pas et on ne sait plus où atterrir, y compris politiquement. C'est pour vous certainement une question. J'atterris où? À gauche, à droite, au centre, plus loin? Où allons-nous mettre les pieds dans un pays, dans une conjoncture où le sol se dérobe?
Et puis, le sous-titre « Comment s'orienter à politique », c'est que la configuration à laquelle nous étions habitués depuis 1789, depuis que les Bretons se sont assis à gauche dans l'Assemblée constitutive et la droite monarchique à droite, fait que nous avons conservé ce vieux clivage. Est-ce qu'aujourd'hui, ce clivage a toujours plus qu'un passé, un avenir? Est-ce qu'il nous promet de pouvoir résoudre les questions? Ça reste ouvert. Et Bruno propose donc de revenir à quelque chose qui est difficile à penser peut-être, c'est à mettre ensemble 3 éléments, je ne vais pas citer lesquels, 3 éléments que d'habitude on ne pense pas ensemble, et à partir de là, de reconstituer une autre manière, pas simplement de penser, mais de pratiquer et la politique et la vie en société, en refaisant, il aime bien ça, des cartes de positionnement où on voit bien comment les fronts de lutte, comme on disait autrefois, se déplacent et où la gauche et la droite ne sont plus où on croyait, où les objectifs ne sont plus face à nous mais de côté, bref, où le monde a changé et donc le sol s'est dérobé sous nos pas. Alors, devant ce constat, qui pourrait être simplement un constat un peu à la fois critique, un peu désespéré, il nous propose une solution. Vous le lirez, c'est à partir de la page 122 et vous serez surpris. Vous serez surpris parce que ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. Et la proposition qu'il nous fait est peut-être ce que l'on peut le plus discuter si l'on est d'accord sur l'analyse critique de notre société. Ce monde commun qu'il faudrait rebâtir ne le sera pas sur le modèle des des constructions anciennes, en tout cas celles auxquelles nous étions habitués. Alors j'ai vu qu'en bon professeur et pédagogue, il avait déjà distribué un petit travail à faire. Vous aurez à remplir votre petit dossier, puisque le début de la discussion tout à l'heure sera initié par ce travail que vous aurez fait et sur lequel vous aurez à réagir. Je vous laisse en bonne compagnie et écoutez à travers la leçon de Bruno Latour ce qui est en train de nous arriver et ce qui pourrait nous arriver. À toi. Merci Michel. En fait, je n'ai pas une passion pour les conférences, mais j'ai une passion ancienne en tant que professeur pour les exercices. Et donc, je vous propose un exercice, mais il faut d'abord que je l'introduise. Donc, ne vous jetez pas sur la feuille que je vous ai distribuée. Si vous n'avez pas de crayon, il va falloir que vous le partagiez de toute façon avec les autres pour constituer une espèce de un petit partage, disons, au moment où j'aurai fini de présenter la raison de ce petit exercice qui consiste, en fait, comme l'a dit Michel, à trouver les moyens de décrire le terrain de vie, pour ne pas utiliser le mot territoire, qui permettrait de reconstituer une certaine partie de notre définition de la politique. Je commence avec cette image que vous connaissez peut-être, qui est une image qui illustre cette nouvelle de Poe qui s'appelle le Maelstrom. C'est l'histoire d'un marin qui a failli périr dans un espèce de vortex aux îles Lofoten. Et il est le seul survivant, il voit tous les autres disparaître, il s'affole, et puis il a un moment de complète lucidité, et il s'aperçoit, il regarde autour de lui, et il s'aperçoit que tout ce qui est en gros un peu lourd, que ce soit des humains ou des débris, disparaît dans le vortex, mais que ce qui est à la forme d'un baril ou d'une caisse surnage. Et au dernier moment, au moment où son bateau et tous ses amis sont entraînés vers le fond, il s'accroche, comme vous le voyez, au baril, et il survit. C'est une façon de présenter la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes évidemment dans un vortex, mais c'est aussi le moment où il faut être extrêmement attentif à la qualité des objets, à la façon dont ils circulent autour de nous, pour pouvoir s'accrocher au bon objet afin de ne pas disparaître dans le vortex. La situation générale du petit exercice que je voudrais vous faire est évidemment liée à une espèce de transformation assez profonde de la géopolitique qui date du 1er juin dernier, lorsque le
président des États-Unis, dont le nom, je l'espère, on ne va pas le prononcer parce qu'on en parle bien assez, s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat. Et c'est un événement géopolitique qui me paraît extrêmement important parce que c'est la première fois qu'on dit explicitement la grande question géopolitique, c'est la question ce que j'appelle le nouveau régime climatique, pour pas simplement la question du climat, mais aussi la question de l'ensemble de la mutation écologique dans laquelle nous sommes entraînés et qui est l'équivalent du vortex de l'image précédente. Donc c'est très intéressant que le plus grand pays, le plus puissant, celui qui est aussi le plus responsable, et c'est aussi celui qui a les moyens intellectuels, scientifiques et techniques de sortir de la crise, soit celui qui décide de façon explicite, même si les conséquences ne sont pas encore claires, d'abandonner le monde commun et de dire ce qui vous arrive à vous, les autres pays, qu'on peut appeler mutation écologique, ne nous arrive pas à nous, les États-Unis. Il y a depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, une opération qu'on appelle le climato-scepticisme, plus ou moins financée par des tas d'intérêts, mais personne n'avait jamais relayé au niveau d'un État ce même scepticisme en disant cette chose ne nous arrive pas. Elle vous arrive peut-être, elle arrive peut-être en Californie, mais disons l'État fédéral n'est pas considéré, n'est pas en quelque sorte concerné par cette affaire. Et donc cette nouvelle situation géopolitique accroît ou précise en même temps, à mon avis ça précise aussi, ça clarifie finalement. Je trouve que le président des États-Unis nous éclaire. Il a précisé une situation en disant, voilà, la situation géopolitique la plus importante, c'est cette question-là. Alors qu'avant, ça apparaissait quand même un peu encore une question en plus de toutes les autres questions. Donc c'est cette désorientation dont je voudrais parler, parce que il faut que d'abord je parle de la désorientation pour qu'on puisse ensuite faire le petit exercice et se dire, voilà, comment est-ce qu'on va essayer de se débrouiller et comment est-ce qu'on va essayer de se repérer. Le problème de cette désorientation, c'est que c'est une désorientation dans les trois grandes variables, disons, qui définissent une civilisation. C'est-à-dire c'est une désorientation dans l'espace, où est-ce qu'on est, une désorientation dans le temps, à quelle époque on se situe, est-ce qu'on est toujours dans l'époque moderne, comme le disait Michel tout à l'heure, et c'est encore plus embêtant, quel est le rôle que nous devons occuper, sachant qu'on est bombardé d'informations concernant la mutation écologique et qu'on est aussi démuni de capacités, surtout quand on est d'une jeune génération, de savoir comment se tirer de cette affaire. Alors la désorientation spatiale, elle est évidemment massive, c'est-à-dire que l'espace dans lequel on est aujourd'hui, lorsqu'on lit simplement les nouvelles concernant, je ne sais pas si vous avez, dans les dernières semaines, on a eu la disparition massive des insectes qu'il a fallu absorber. On a eu l'appel des scientifiques, des 15 000 scientifiques sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Mais c'est une espèce de bombardement continu. Donc on ne manque pas d'informations. On est au contraire surinformé sur cette situation. Et je vous signale, parce que je trouve que c'est un livre admirable si vous voulez vous familiariser avec cette nouvelle situation. Le livre, c'est une BD en fait, mais par cet admirable auteur qui s'appelle Philippe Squarzoni. Le livre s'appelle Saison brune. Et il essaye de mettre en scène par une BD l'information de quelqu'un, d'un honnête homme qui est dessinateur de BD et qui cherche à comprendre. Et on le voit page après page. Là, il est ici avec son épouse. Il essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on nous raconte, le CO2 et tout ça. On comprend pas bien. C'est compliqué. Il y a des gens qui disent que c'est pas important, d'autres qui disent que c'est important. Et il essaie de faire sa BD pour essayer de mettre en scène dans le livre les émotions que nous ressentons lorsqu'on est bombardé d'informations dont on ne sait pas comment évaluer la qualité quand on n'est pas soi-même spécialiste des questions, c'est-à-dire, je suppose, l'ensemble que vous êtes de l'auditoire ici, et moi aussi, et aussi Squarzini qui fait cette BD. Donc la question qui est importante dans toute cette affaire de mutation du nouveau régime climatique, c'est de comprendre à quel point on est démuni même psychologiquement. Qu'est-ce que ça veut dire d'absorber ces nouvelles qui concernent, là, justement, cette page-là est particulièrement intéressante sur le globe. Le globe, c'est quelque chose. Ben, je sais bien, on vient de me dire que le globe qui est sur la place de la Comédie est une œuvre d'une importance mondiale, il paraît, on m'a dit. J'étais très étonné. Donc, peut-être que les gens de Montpellier sont familiers avec la notion du global. Mais enfin, on ne l'est pas tous, en tout cas, et quand on entend toutes ces choses
qui concerne la transformation de la planète, on ne sait pas trop comment réagir. Et en plus, c'est là où la désorientation spatiale est la plus importante, c'est que la nature elle-même, cette ancienne nature dont il semble qu'il s'agissait lorsqu'on parlait d'écologie politique, s'est complètement transformée. Voilà la nature telle qu'elle pouvait apparaître dans l'ensemble de ces éléments dans le très beau livre dans les années 80. C'est assez typique de ce grand moment disons, canonique de l'écologie dans la synthèse du Vigneault, qui s'appelle synthèse écologique. Et maintenant, quand on parle d'écologie, on a plutôt quelque chose qui ressemble à ça. C'est la nature dite de l'Anthropocène, terme évidemment disputé et controversé, mais je le prends simplement là comme un marqueur spatial. La nature dont il s'agit, elle a maintenant aussi bien des usines que des montagnes, des flottes marines que des poissons, des questions de pollution aussi bien que des questions de qualité de l'air. Elle s'étend beaucoup plus au fond dans les couches profondes, comme vous le voyez ici. Et évidemment, les questions sont, comme le rappelait Michel, impossibles à distinguer entre ce qui est de l'ordre de l'activité, disons, humaine et de l'histoire longue des humains et la question de l'histoire longue de la forme même des paysages, aussi bien que de la Terre, au point que ce terme d'anthropocène a pour objet de signaler une espèce de jonction tout à fait nouvelle entre l'histoire géologique, qui est évidemment une histoire très longue, et l'histoire humaine qu'on considérait jusqu'ici comme distincte, ou du moins se déroulant sur un plateau ou une scène comme ici, qui n'était pas elle-même modifiée par l'activité des humains. Et donc, vivre dans l'Anthropocène, dans l'espace de l'Anthropocène, même si le terme lui-même est disputé du point de vue scientifique, c'est pas du tout pareil que de vivre en face de la nature. Avant, on regardait la nature, elle était extérieure, du moins dans la tradition occidentale, une certaine tradition occidentale, alors que maintenant, on parle de vivre dans l'Anthropocène. Et là, c'est plus du tout, comme on le voit bien dans ce petit poster qui résume l'Anthropocène, c'est plus du tout la même situation. La deuxième désorientation, elle est encore plus troublante, c'est de savoir où est-ce qu'on se trouve. Et là, je vois que dans cette salle, il y a des gens de générations différentes, aussi bien des jeunes que des gens à cheveux blancs. Et donc, vos générations qui sont ici, les 3 ou peut-être 4 générations qui sont représentées ici, participent à une histoire géologique et humaine qui est quand même complètement nouvelle, puisque c'est l'époque que les mêmes géologues, enfin climatologues ou chimistes qui ont inventé le terme d'anthropocène appellent la grande accélération, qui est représentée ici, comme vous le voyez. Alors les chiffres sont évidemment rudimentaires, c'est juste pour donner une idée, mais ce qui nous importe, c'est l'échelle. L'empreinte des humains en 1900 peut être représentée par ce petit quadrilatère ici. En 1950, c'est-à-dire c'est à peu près ma naissance, c'est la naissance de quelques personnes ici, mais en 2015, c'est ça, l'empreinte des humains sur Terre. Alors c'est une impression très qui choque beaucoup les gens des sciences sociales, parce qu'elle met tous les humains en bloc, alors que tous les humains ne sont pas responsables de la même façon de cette modification de l'empreinte. Mais enfin, c'est pour vous donner, et ça c'est une dimension très importante de la crise que nous vivons et de la désorientation, la dimension générationnelle de ces questions. Chaque génération a une place dans cette grande accélération qui donne une responsabilité, et j'allais dire presque une ambiance morale assez différente. Si vous imaginez que les gens de ma génération, donc qui sont nés là, regardez l'extraordinaire amplitude de la place, disons, de l'utilisation de la planète dont nous avons profité. Les gens du baby boom, disons, qui sont ma génération, ou en France on les appelle plutôt la génération des enfants du général de Gaulle, ont profité quand même pas mal de la planète au point d'occuper cet espace qui est évidemment sans commune mesure à ce qu'elle était encore en 1950. C'est ça qui est intéressant dans ce schéma évidemment rudimentaire. Et quand on regarde l'ensemble du papier de Stephen et des autres, ce qui est intéressant, c'est que évidemment
les variables qui viennent plutôt du monde social et les variables qui viennent plutôt du monde naturel sont toutes dans la même direction, et signalent toutes. Vous avez aussi bien ici l'extension du produit national brut que vous avez l'utilisation de l'eau, la production de papier, le tourisme. À chaque fois, la grande accélération se manifeste de la même façon, même si, quand on regarde et qu'on différencie les pays de l'OCDE et les autres, on voit que les pays de l'OCDE, disons, infléchissent un tout petit peu la courbe, mais le problème, c'est qu'ils ne comptent plus beaucoup en termes de nombre d'humains, et maintenant, avec l'essor de la Chine et de l'Inde, en termes de puissance économique. Mais quand on regarde, on les a mis en bleu là, les variables qui sont plutôt des variables du monde naturel que du monde social, du temps on faisait encore cette séparation, que ça soit la quantité de méthane dans l'air, que ça soit l'acidification de l'océan, que ça soit l'extraordinaire, qui n'existait pas évidemment, amplitude de l'aquaculture, ou que ça soit la disparition des forêts. Voilà, le maelstrom dont je donnais l'image au début est maintenant un peu plus précis, et c'est cette situation, on est dans cette époque-là. Chaque génération, encore une fois, ayant profité de cette époque un peu différemment, et les plus jeunes parmi nous subissant en quelque sorte l'écrasement des générations précédentes qui ont fait ces transformations. Et c'est la troisième des orientations, c'est des orientations sur le rôle à jouer, en termes, comme on dit en jargon des sciences sociales, en termes d'agency, de puissance d'agir. Quels sont les humains, vous tous ici, c'est quoi nos responsabilités, c'est quoi notre définition de notre propre valeur morale, c'est quoi la définition même de notre position dans un monde dont et le temps et l'espace s'est trouvé modifié. Alors évidemment, beaucoup d'entre vous, je suppose, si vous êtes intéressés par le sujet de cette conférence, vous vous sentez peut-être militant de cette cause, mais vous savez aussi combien il est difficile de partager même le souci de la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire même, l'exemple de Trump le montre parfaitement, même le souci de la situation, même la présence de cette situation est elle-même un sujet qui est disputé ou qui fait hausser les épaules à beaucoup de ceux avec qui vous partagez peut-être un repas en famille ou bien un bureau dans votre travail. Et donc, à l'angoisse essentielle, en fait, existentielle, de voir toutes ces données arriver chaque jour dans la presse, ou dans la presse scientifique en particulier, s'ajoute l'angoisse, l'espèce de tragédie, je ne sais pas comment chacun d'entre nous la vit un peu différemment, mais pour moi c'est une tragédie, de même pas pouvoir faire partager cette anxiété, et en particulier cette capacité d'action à d'autres gens qui nous sont par ailleurs peut-être chers. Alors évidemment, il existe, sur la question très précise du climat et de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, qui est une des questions importantes, mais une parmi beaucoup d'autres, une organisation politique internationale qui, vous voyez ici la fin de la conférence du climat de la COP21 il y a 2 ans à Paris, triomphe de la diplomatie française jusqu'au départ de notre ami M. Trump, enfin ami c'est beaucoup dire, disons notre ennemi M. Trump plus exactement, qui donne l'impression que évidemment il se passe quelque chose à un niveau international, mais comme vous le savez, et le départ de l'Amérique ne nous aide pas, on est infiniment loin de cette extraordinaire décision qui avait été prise dans l'enthousiasme du moment même que vous voyez ici sur la photo, dans lequel on avait prévu une baisse, enfin un maintien de l'augmentation à 1,5, ce qui évidemment paraît complètement impossible maintenant. Donc on voit bien qu'il y a des États qui font quelque chose et qui intègrent la politique du climat dans la géopolitique. Mais ça ne nous donne pas beaucoup de puissance d'agir au niveau individuel, au niveau des villes, même si les villes se sont beaucoup mobilisées, et au niveau, disons, de la politique, non pas au sens étatique international, mais au sens de ce que c'est qu'une vie politique active et militante, activiste et saine, disons. Et en particulier parce que le déni organisé de la situation, vous voyez ici la signature, une des premières choses que a fait
Trump, c'est de signer l'abandon de toutes les restrictions sur l'utilisation du charbon aux États-Unis. Et quand je dis utilisation du charbon, ça veut dire qu'on coupe des montagnes dans les Appalaches, on vide la montagne dans les vallées, et donc il y avait eu quelques règles qui permettaient de dire, bon ben faut peut-être pas couper toute la montagne, ou bien il faut peut-être pas l'acheter dans la vallée, etc. Et ça, c'était des règles qui sont justement supprimées par ce moment important de la signature de Trump. Vous voyez, entouré de mineurs qui applaudissent, et qui, interrogés par les journalistes, ont d'ailleurs tous dit que ça ne donnerait pas un seul job en plus. Donc c'est pas du tout quelque chose auquel on croit. C'est quelque chose, justement, c'est ça qui est très tragique et très préoccupant. C'est un déni d'une situation dont tout le monde sait au fond que cette situation, elle est irréversible. Le charbon, plus personne ne s'intéresse vraiment à investir au charbon aux États-Unis. Mais donc, cette décision de ne plus s'intéresser aux situations qui intéressent les autres pose un problème, une redéfinition finalement de ce que c'est que la responsabilité politique. Et c'est là où il y a un enjeu qui fait que, je crois que, je ne sais pas, peut-être qu'à Montpellier c'est très différent d'ailleurs, mais un sentiment d'impuissance, je crois qu'on peut pas le nier. Enfin, justement, une des solutions, c'est de le nier. Non pas simplement de le nier activement en rentrant dans les complots climato-sceptiques, mais de le nier, au fond, par indifférence. Je crois qu'en un certain sens, on est tous climato-indifférents, climato-quiétistes, parce que si on était actif au niveau de la menace, on serait évidemment pas ici en train de m'écouter, mais on serait sur les divers fronts de décarbonisation de l'économie. On serait en situation de mobilisation à peu près l'équivalent de ce qu'est qu'une mobilisation en état de guerre, disons. Mais la deuxième solution, et c'est celle qui m'intéresse dans le petit livre, qui est l'occasion, ou le prétexte plutôt de cet exercice, c'est que la tentation, un peu partout maintenant dans le monde, et c'est justement pas du tout... c'est quelque chose de global, on le retrouve aussi bien en Indonésie qu'en Hongrie, en Pologne, évidemment en France, aux États-Unis, en Angleterre, c'est de se dire, eh bien, puisque il y a cette énorme situation, cette espèce de vortex est en train d'emporter toutes nos certitudes concernant les sols auxquels nous appartenions, revenons à l'État national. Et quand je dis État national, c'est dans le meilleur des cas, parce que c'est souvent aussi dans l'État ethnique, enfin dans l'identité ethnique. Évidemment, l'État national et l'identité ethnique sont des inventions complètes qui ne correspondent pas à grand-chose, mais c'est quand même ce vers quoi, affolé par l'inquiétude associée à cette mutation climatique, en gros, la politique, ce qu'on appelle d'un terme qui est, à mon avis, très faux, mais qui se répand dans la presse, populiste, disons, c'est de se dire, revenons à l'État national et essayons de nous enfermer, comme Trump en a donné la figure en parlant d'une Amérique à l'intérieur de ses murs, revenons à une définition fermée, finalement, de l'appartenance. Et évidemment, c'est le pire moment pour faire ça, puisque la mutation climatique, la mutation écologique, c'est précisément, ne peut pas tenir à l'intérieur des États nationaux, et évidemment, encore moins dans les identités ethniques qui n'ont jamais eu de sens autre que idéologique. Donc la question que je voudrais vous soumettre par ce petit exercice, c'est il faut probablement essayer de se réorienter par le bas. Non. L'exercice consiste à se réorienter par le bas, c'est-à-dire à se dire comment est-ce qu'on va décrire au fond les territoires qui sont les territoires vécus, les territoires réels, sur lesquels la politique s'exerce indépendamment, ou du moins hors de cette première idéologie qui était l'idéologie, je reviendrai sur ce point, global, et l'idéologie du retour au local. Alors, ça devient un vrai problème, parce que voilà, ce titre du Monde de la semaine dernière, j'ai vérifié avec mes amis qui sont dans la presse, cette police, trop tard, c'est une police 60. Apparemment, on ne l'utilise qu'en cas de guerre, et de guerre probablement atomique. Donc, voilà le problème que je voudrais vous soumettre. Vous lisez ça dans Le Monde, c'est Le Monde de la semaine dernière, en police 60. Il sera bientôt trop tard. Et là, normalement, c'est à peu près l'équivalent d'un titre du style
une bombe atomique est en train de tomber sur Washington, envoyée par les Coréens, ou bien, je sais pas, quelque chose d'une dimension de guerre effroyable. Et puis le lendemain, on passe à tout à fait autre chose sur M. Macron, ou bien sur quelque chose d'aussi intéressant que la question des élections, etc. Donc le problème, c'est que qu'est-ce que vous font ces titres-là? Qu'est-ce que ça vous fait? Voilà une question qui m'intéresse beaucoup. Cette question écologique, on la met toujours sur le mode rationnel de savoir est-ce qu'on va faire quelque chose pour la nature, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est pas le problème. Le problème, il est quelles sont nos capacités de réaction à des titres de ce type. 15 000 scientifiques écrivent quelque chose, le cri d'alarme qu'il sera bientôt trop tard. Vous encaissez ça, et puis vous passez à autre chose. C'est pas comme d'entendre un titre sur la guerre mondiale où vous allez vous dire, bon, s'il y a une guerre mondiale, où est-ce qu'on se mobilise, qu'est-ce qu'on fait, comment on se cache, où est-ce qu'on va, etc., etc. Donc il y a une espèce de situation qui est la tragédie dans laquelle on est, c'est-à-dire on a des titres énormes, et plus, en fait, moins les gens écoutent, plus les titres deviennent gros. L'année prochaine, on aura des titres en 75 au lieu de 60, donc encore plus fort. Le monde entier, enfin le monde au sens du journal, sera couvert par « trop tard, attention, attention, attention ». Puis nous, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire de ces titres-là. Et c'est pas par manque d'information. Le rapport des 15 000 scientifiques est excellent, il est bien fait, etc., etc. Il s'ajoute aux innombrables. Ça fait 20 ans qu'on a ces rapports de scientifiques, chaque fois plus assurés. Et notre capacité d'action n'est pas en mesure de réagir. Et pourquoi? Donc l'exercice que je voudrais faire, c'est assez simple. C'est de dire, tant qu'on parle de la nature ou des questions écologiques comme d'un paysage, on baille. Si c'est un territoire, on se mobilise. Donc le passage, en fait, de toutes ces questions, la question clé, c'est comment est-ce qu'on passe d'une nature extérieure à un territoire sous ses pieds. La nature qu'on contemple comme un paysage, c'est une chose. C'est une chose qui intéresse. Bon, si on est naturaliste, si on a beaucoup d'amitié pour les oiseaux, ou si on a beaucoup collectionné de petits vers de terre quand on était jeune, etc. Il y a toute une capacité à rentrer dans ces questions. Mais finalement, politiquement, ça ne mouline pas beaucoup de politique. Quand c'est une question de territoire, peu importe comment le territoire est défini, ce territoire, on le défend. Ou du moins, on s'y attache. Et donc, la question n'est pas une question d'écologie de la nature. La question est la question de définir des territoires. Et ces territoires, évidemment, la question se pose, ils sont composés de quoi? Et il est très intéressant de constater que, si vous regardez un peu les livres qui paraissent en ce moment, il y a une transformation très profonde de la part des anthropologues, mais pas que des anthropologues, de la vie matérielle des humains. Je prends juste l'exemple de l'admirable livre de Nastasia Martin, Les âmes sauvages, sur l'Alaska, le livre, à mon avis, central pour comprendre la situation d'Anna Tsing, qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde », sur les possibilités de vie dans les ruines du capitalisme, qui est un livre fondamental sur l'analyse à la fois d'un champignon japonais et du capitalisme. C'est, je pense, un modèle d'analyse de ce qui se passe. Le livre de Cohn était aussi traduit « Comment pensent les forêts », le livre de Morisot sur les loups, de Koksha sur la vie des plantes. Enfin, ce type est philosophe à l'école des hautes études. Vous imaginez un livre sur les plantes à l'école des hautes études, à l'école sociale des hautes études, c'est-à-dire le lieu où le social est le plus pur, en quelque sorte, n'est pas pollué par toutes ces choses matérielles de la nature, etc. Il est professeur là, il a fait un livre sur la vie des plantes. Timothy Mitchell, le grand livre sur le charbon, et la façon dont le charbon définit, le pétrole et le charbon définissent l'économie, et évidemment les travaux de Després, de bien d'autres, sur les animaux. En fait, on a changé de définition de la matérialité. Et c'est très frappant de voir que ça rejoint évidemment beaucoup de transformations scientifiques, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais aussi beaucoup de transformations artistiques. Je m'intéresse beaucoup au lien entre cette mutation, disons, du nouveau régime climatique et la façon dont les artistes enregistrent cette tragédie ou ce vortex, comme on me voudra, pour essayer de comprendre comment on peut réagir à ces transformations. Puisque un des problèmes, quand on voit le titre du Monde et qu'on ne sait pas réagir, c'est qu'on n'a pas non plus les capacités esthétiques de comprendre l'ampleur de la situation, de s'équiper
pour pouvoir réagir à peu près à la hauteur, comme on a su réagir dans les périodes ou les années précédentes, à la question sociale. Et donc la question de l'injustice sociale, on sait à peu près comment, enfin encore que on est très mal armé, mais enfin on sait en gros la gamme de réactions et d'affects que l'on doit mettre en scène pour pouvoir agir sur la situation. Mais quand on vous dit demain il sera trop tard, 15 000 scientifiques le disent, on n'a pas l'équipement. C'est pour ça que les arts sont très importants, et il y a une multiplication d'artistes, d'œuvres d'art, et ça c'est une qui vient de finir à Paris dans un musée curieusement appelé Musée de la chasse et de la nature. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le prix Duchamp, qui est quand même un prix qui est donné d'habitude à l'art le plus traditionnellement moderniste, disons, a été donné cette année, le 16 octobre, à deux magnifiques auteurs, artistes libanais, pour quelque chose qui est, au fond, une exploration quasi scientifique, ou en tout cas archéologique, des couches architecturales et des couches à la fois géologiques et préhistoriques, mêlant donc l'histoire longue géologique et l'histoire courte des humains dans cette très belle installation à Pompidou. Et je suis sûr que s'il y a des artistes parmi vous, ils auront bien d'autres exemples à donner de ce tournant, disons, ce tournant vers une nouvelle matérialité, qui est évidemment très importante aussi, puisqu'elle rejoint ces expériences politiques très intéressantes que sont les ZAD. Le fait de définir ZAD, zone à défendre, comme un enjeu politique, c'est aussi un retour de la question territoriale. Question territoriale de l'appartenance au territoire et de sa définition qui, dans l'imaginaire habituel de la politique moderne, sont réactionnaires. C'est des attachements, ce sont les attachements dont on aurait dû sortir et dont on a appris à sortir lorsqu'on est devenu moderne et qu'on a visé l'émancipation et le progrès. Et donc la désorientation générale, au fond, de cette espèce de changement de civilisation dans laquelle on est, ressemble assez, finalement, à cette grande autre moment où on a repris toutes les questions religion, art, politique et sciences disons, de l'époque de Galilée. Et évidemment, la question de cette situation, c'est que ce qu'on appelait globalisation ou mondialisation, les deux termes en français sont à peu près équivalents, qui était la version positive jusque dans les années 2000, est devenu un repoussoir négatif. Et donc ça, c'est une transformation très profonde. La notion de globe, la notion de globalisation, on a tous, comme vous, comme moi, je suppose, un peu être surpris de voir l'extension, en lisant les Paradise Papers, l'extension de ce monde offshore qui était décrit dans les articles de ce groupe de journalistes. On s'aperçoit que ce qu'on appelle mondialisation n'a rien à voir. C'est pour ça que je fais la distinction entre mondialisation plus et mondialisation moins. Mondialisation était supposée être l'extension des capacités et des compréhensions du monde, remplacée par au contraire, une espèce de restriction extraordinaire, une provincialisation finalement, des capacités d'appartenance au monde. Donc on voit bien que la réaction, ce qu'on appelle la régression populiste, c'est pas forcément par rapport à la mondialisation plus, mais c'est évidemment, et de façon assez logique, finalement assez compréhensible, à la mondialisation moins, qui veut être dominé par les quelques millions de gens ou centaines de milliers de gens décrits dans les Paradise Papers. Je veux dire, si c'est ça la mondialisation, la question, rendez-moi l'État national. Je ne veux pas que cette petite province de gens ultra riches, échappant finalement à toutes les règles et étant capable d'échapper aussi à l'impôt, même si c'est vaguement légal d'échapper à l'impôt, soit le monde, soit le mondial. Cette provincialisation de la notion de mondial est intolérable. Donc il y a une espèce de différence qui, je pense, explique beaucoup de la désorientation dans laquelle nous sommes. Et donc, voilà mon meilleur résumé de la situation. Ça bougeait, mais je ne suis pas arrivé à le faire bouger, là. Voilà, on a à choisir dans ces 4 positions. Mes schémas sont simplistes. Mais la situation est tellement compliquée qu'il faut la simplifier. Notre horizon de modernisation, c'est d'aller du point 1 au point 2.
Et là, je crois qu'on est à peu près tous d'accord. C'est-à-dire d'échapper au local, à la petite province, à la terre, à la paysannerie pour beaucoup d'entre nous dont les parents étaient dans la glèbe et là on n'avait qu'une idée, c'est de se tailler, de sortir de cette situation et d'aller vers ce qu'on peut appeler le mondial ou le global, peu importe, qui était associé au progrès, à l'émancipation, etc. Et puis maintenant, brusquement, comme je le disais tout de suite, cette mondialisation, elle apparaît comme au contraire, comme un repoussoir. Et donc la tentation, qui est la flèche jaune, c'est de se dire, replions-nous, allons du mouvement 2 vers le mouvement 1, l'attracteur 2, comme je les appelle, à l'attracteur 1, revenons, rendez-nous l'État national, puisque vous avez abandonné finalement l'État mondial. Puisque au fond, les Paradise Papers, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, nous avons refait la mondialisation pour quelques millions de personnes, et les autres, finalement, ne nous intéressent pas. Ils sont, comme cette expression terrible, surnuméraires. Nous sommes surnuméraires, nous qui sommes attachés encore à des frontières nationales, un peu accrochés à des systèmes d'État-providence, en fait, toutes ces petites choses, et on sait qu'on paye des impôts aussi, nous. C'est quand même tout à fait désespérant. Nous, on en paye un peu, disons. Mais non, eux, pas. Donc, on a une espèce d'inversion complète de l'horizon de la mondialisation qui était celui de l'émancipation, du progrès, de l'ouverture, etc., et qui se révèle être celui d'une trahison. Au fond, c'est une trahison. Et contre cette trahison, on comprend assez bien que le repli soit sur l'État-nation. C'est-à-dire, si on nous a trahis, revenons un peu à des choses que nous connaissions, c'est-à-dire État traditionnel. Et puis, il y a la solution très intéressante de monsieur Trump. Enfin, pas Trump lui-même, il n'a pas une idée, mais disons des gens qui soutiennent Trump, qui est ce dont je parlais au début, c'est-à-dire de se dire, non pas simplement offshore, mais hors sol, complètement hors sol. Aux États-Unis, la question climatique ne se pose pas. Le ministre de l'Environnement de Trump et tous ses aides sont contre... Enfin, il ne croit pas l'article du Monde encore 60. Cette affaire n'arrive pas aux États-Unis. C'est quand même extraordinaire. Et la combinaison géniale des Trumpistes, c'est de dire je vais simultanément continuer la mondialisation à fond en donnant des milliards, comme on est en train de discuter en ce moment au Congrès, des taxes et des déductions d'impôts aux milliardaires, disons, qui composent le gouvernement d'ailleurs. Juste un chiffre, mais la suppression de l'impôt sur la succession aux États-Unis, qui concerne 8000 personnes, fait gagner au gouvernement de Trump 20 milliards. Donc c'est quand même assez extraordinaire de dire simultanément ça, et nous allons revenir, non pas à l'État-nation simplement, mais à l'Amérique protégée par un mur, telle qu'elle était dans les années 60. La solution de Trump est évidemment impossible, sauf si on insiste sur le déni de la situation écologique. Alors là, on peut arriver à maintenir cette idée. Je vais simultanément développer à fond le capitalisme le plus traditionnel, enfin pas traditionnel, alors le plus financier finalement, et en même temps, tous les autres Américains, les Blancs en tout cas, vous allez retrouver l'Amérique telle que vous étiez dans les années 60. Il faut évidemment ne prendre en compte aucune des transformations du monde réel dans lequel on se trouve. C'est quand même la première fois qu'un État, le plus puissant, le plus intéressant, etc., qui pour nous, et ma génération représentait vraiment l'idéal de la globalisation, décide de devenir hors sol. Voilà. Mais l'avantage, comme je le mets dans mon petit schéma, vous voyez notre ami M. Trump de dos, et si vous suivez son dos, et que vous suivez ma ligne rouge, il a le gros avantage, c'est qu'il définit exactement là où il faut aller. Et donc Trump est une publicité négative pour la bonne direction, c'est-à-dire cette question du territoire. Et là, nous abordons la question de l'exercice que je voudrais vous faire faire, que nous partageons ensemble. C'est-à-dire, la question n'est plus est-ce qu'on va se mondialiser? On ne va jamais moderniser la planète. Personne ne croit plus qu'on va moderniser la planète à l'américaine, puisqu'il faudrait beaucoup d'autres terres que nous n'avons pas. Et je suppose que dans cette salle, si vous êtes là, vous n'êtes pas non plus les amateurs... disons, enthousiastes du retour à l'État-nation et encore moins à l'État ethnique. Et donc la question se pose, où
où se trouve ce territoire qui est simultanément celui de l'appartenance et de la protection contre ce qu'est devenu la mondialisation, car après tout, se protéger contre la mondialisation, c'est en quelque sorte une vertu, en tout cas une exigence nécessaire, mais en même temps, cette protection, ce n'est pas le mur autour des États-Unis que promet Trump, ou celui que promet le gouvernement polonais ou hongrois actuel, mais il a quelque chose qui est mondial, mais ce n'est pas le même monde, celui de la globalisation, c'est quelque chose de différent. C'est précisément ce que les mouvements écologistes, même s'ils ne sont jamais arrivés en termes de politique à matérialiser le monde dans lequel il s'agit de faire de la politique, désignent quand même depuis 50 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans, si on veut, du doigt depuis toujours. Autrement dit, c'est la définition, donc ce troisième pôle, le numéro 3, c'est quelque chose que j'appelle le terrestre. Terrestre, c'est ni le local ni le global. C'est quelque chose qui a une autre qualité et qui a, comme les livres que je viens de signaler le montrent très bien, une autre forme de matérialité. Et pour faire l'exercice qui consisterait à distinguer le globe et le terrestre, il faut proposer un petit mythe. Et c'est ce petit mythe, je l'ai mis dehors, à l'autre côté de votre petit document, c'est cette procédure que vous connaissez sûrement des cahiers de doléances. Au fond, si on avait le temps, si le gouvernement nous l'avait enjoint, nous serions ici, non pas dans une salle de conférence, ou pas pour écouter une conférence, mais nous serions en train d'essayer de composer un cahier de doléances, ou des cahiers de doléances, d'ailleurs. La question... Les cahiers de doléances dont nous avons tous entendu parler quand nous étions en classe, est un événement absolument extraordinaire de la politique française, mais qui a été un peu occulté, disons, par ce qui en est suivi, c'est-à-dire la prise de la Bastille, disons, la Révolution française. Donc, pour comprendre mon argument sur les cahiers de doléances, et je ne vais pas vous proposer de sortir dans la rue et de prendre la Bastille, non, justement, c'est de distinguer cet épisode qui va de janvier à mai 89, qui est la rédaction des cahiers de doléances, de la question révolutionnaire, pour une question absolument fondamentale d'agrégation du politique. Non, non, il ne s'agit pas de penser les cahiers de doléances rétroactivement comme menant directement à la Révolution. Il s'agit de les penser comme définition d'un territoire et des lignes de front, des luttes de classe et des luttes de place à l'intérieur de ce territoire. Et cette description, il faut le savoir, je vous rappelle au cas où vous avez un peu oublié vos leçons de 5e ou 4e, je ne sais plus quand est-ce qu'on apprend cette affaire, peut-être qu'on ne l'apprend plus, mais... Si, on apprend toujours. On m'a dit qu'on continuait à apprendre assez bien la question des cahiers de doléances. C'est que c'est une situation, le vortex dont j'ai parlé tout à l'heure est une assez bonne métaphore. C'est une situation de banqueroute financière de l'État, de désespoir complet des campagnes dû aussi à une crise climatique, non pas au sens moderne de climat, mais au sens de plusieurs étés et d'hivers pourris qui créent la disette, et de déréliction, je crois que le mot n'est pas trop fort, de la politique de Versailles telle qu'on n'en avait jamais connue dans la monarchie. C'est-à-dire que le roi, ce bon, brave Louis XVI, n'a absolument aucune idée de ce qu'il faut faire. Et à bout de ressources, il fait cette opération quand même absolument extraordinaire, qui est de proposer, de dire, écrire, et la lettre est de janvier 89, n'est-ce pas, de dire, dans 5 mois, 6 mois, nous réunissons les États généraux, chaque ville de France, chaque village, aussi petit qu'il soit, chaque paroisse, chaque État, vous vous rappelez qu'il y a 3 États à l'époque, État au sens de noble, clergé et tiers État, et chaque profession, corporation à l'époque, de chaque ville, doit faire une description de ces doléances, représentant au fond une description extraordinairement précise de la situation territoriale dans laquelle se situent les Français à cette époque. Et en 5 mois, à partir des plus petits villages français, se dessinent, se rédigent
Ces cahiers de doléances, qui sont évidemment une source formidable pour les historiens, ils ont été beaucoup utilisés comme source d'information sur l'économie et l'état des pensées des gens de l'époque, naturellement, mais finalement, personne ne s'est dit « refaisons les cahiers de doléances ». C'est-à-dire, imaginez ce que ça représente. Les 20 millions de Français de l'époque se mettant à dire « dans mon territoire », alors évidemment, la paroisse est un peu plus facile à repérer les ennemis et les amis que maintenant, et c'est précisément l'exercice que je voudrais vous faire faire. Nous avons les problèmes suivants. On nous demande de construire des routes ici, mais on ne les utilise jamais. Nous, on a des fossés dégueulasses, on n'en veut pas. Ici, ce bois, il a été pris de façon tout à fait illégale par le monastère qui est ici. Ici, on nous écrase. Alors évidemment, tout orienté sur la question des impôts, puisque la question, c'est de rendre l'État à nouveau solvable. Mais ce qui est tout à fait passionnant, malheureusement, j'ai pas eu le temps de sortir les cahiers de doléances qui doivent être assez nombreux de la ville de Montpellier, mais j'espère que vous irez jeter un coup d'œil, ils sont souvent accessibles sur Internet. C'est la qualité de la description et la qualité comment on pourrait dire, je parle de classe géosociale, de lutte de classe géographiquement située. Et c'est précisément cet exercice qui, évidemment, amène, au moment où le tiers-État, où les États généraux sont assemblés à Paris, une masse absolument extraordinaire de données et aussi un répertoire de réformes tout à fait impressionnantes. Voici la célèbre première séance. Bon, ensuite, il se passe des tas d'autres choses. Donc, ma question, c'est... Je ne veux pas refaire les États généraux. Je n'ai pas l'autorité pour convoquer les États généraux. C'est de prendre cet exemple des cahiers de doléances pour vous poser la question suivante. Si vous aviez à décrire les classes géosociales dont vous faites partie, quand je dis géosociales, c'est-à-dire reprenez la vieille notion de lutte de classe, mais ajoutez-y le territoire. Le territoire, c'est pas tout à fait un bon mot d'ailleurs, parce que territoire en France, c'est souvent une circonscription administrative. Disons des terrains de vie. Parlons de terrain de vie. Et, parce qu'un territoire, c'est souvent comme on le représente ici, c'est-à-dire essentiellement un globe, et ensuite on découpe un morceau de terre, et c'est une définition juridique, disons, assez classique de la propriété. Or, ce qui m'intéresse, c'est le territoire au sens de ce qui nous permet de subsister. J'ai été très frappé par l'épisode du Brexit, qui est quand même l'épisode historique qui entraîne évidemment toute cette transformation si profonde dans laquelle nous vivons, que les Anglais qui ont inventé la notion de globalisation soient les premiers à en sortir, c'est quand même un événement historique pour l'histoire occidentale quand même majeur. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, comme vous je suppose, c'est que finalement les partis de l'Angleterre qui ont voté le plus pour le Brexit sont aussi celles qui sont le plus financées par l'Europe, qui ont bénéficié des subventions européennes. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de ce que c'est qu'un territoire? Et là, mes animations ne marchent pas parce qu'on m'a changé mon système. Animations particulièrement pédagogiques, mais évidemment sont ratées ici. C'est que une partie de l'Europe fait partie du territoire des Anglais, puisque c'était, disons, les subventions européennes qui sont marquées dans les villages, les plus petites villes anglaises, comme partout d'ailleurs, par le drapeau européen, fait partie de la définition du territoire. Sauf que ça ne fait pas partie de l'idée que les Brexiteurs font du territoire. Autrement dit, il y a une immense distance entre ce qu'est un territoire que l'on est prêt à défendre, et je rappelle que c'est la prémisse de ma discussion, c'est un territoire, ça se défend, mais c'est quoi le territoire? Donc on a, dans le cas du Brexit, défendons notre territoire, sauf que le territoire inclut en partie les subventions européennes qu'on a mises en dehors de la réflexion. Et c'est là où on s'aperçoit de ce problème qui bouleverse mes collègues de sciences politiques à Sciences Po. Les gens votent pas du tout selon leurs intérêts. Bon, ça fait très longtemps que on s'interroge, on se gratte la tête, comment des gens des Appalaches, qui vont se retrouver totalement laminés par les décisions de Trump de soutenir les milliardaires, continuent à absolument
indiscutablement à le soutenir, etc. Pourquoi les gens du Brexit qui bénéficiaient de l'Europe, etc., etc. Le problème, c'est qu'un intérêt, ça n'a de sens que par rapport à un territoire, justement. Si vous ne définissiez pas les conditions de votre propre existence, c'est assez difficile d'avoir des intérêts. Les intérêts vont devenir des abstractions. Et la politique, c'est pas simplement de défendre des intérêts, c'est définir aussi le monde dans lequel la politique intervient. Or, j'ai interrogé beaucoup de spécialistes des cahiers de doléances, puisque ça m'intéressait de savoir, et je posais à chaque fois la question, est-ce qu'il y a eu un épisode semblable depuis la Révolution française? Est-ce qu'on a redéfini la matière politique des Français depuis 89? La réponse est non. On a d'innombrables agrégations de la définition de la politique, ô combien, mais on n'a pas redéfini par le bas, pixel par pixel, point par point, petit village par petit village, État par État, corporation par corporation, de quoi, sur quoi nous étions en colère, sur quoi nous avions des doléances, contre qui on voulait se battre, avec qui on était prêt à s'allier, etc. Si bien que la désorientation, on a évidemment une désorientation qui est due à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à ces trois grandes désorientations, on n'est pas dans le bon espace, on n'est pas dans le bon temps et on ne sait pas quoi faire, mais c'est accru par le fait que la politique ne mouline pas quelque chose qui soit concret, puisqu'on ne sait pas soi-même définir de quoi on vit. Et donc, l'intérêt de l'exercice, c'est évidemment un espace géographique. C'est un espace qui est très abstrait aussi. Vous voyez ici une anamorphose assez classique que les géographes aiment bien faire. Ici, il s'agit de la consommation. Évidemment, la consommation des Américains et la consommation de l'Afrique ne sont pas la même. Donc on va pouvoir déformer des territoires. On sait aussi, ça c'est un exemple tout à fait intéressant, qu'un territoire n'est pas à l'intérieur des frontières d'un pays. Ici, vous avez en bleu l'occupation des territoires des autres par un pays, et je ne sais pas quelle est la couleur exactement, j'ai un peu daltonien, en beige, l'occupation d'un pays par un autre pays. La condition, ce qu'on appelle les hectares fantômes. L'Angleterre, ce n'est pas le nombre d'hectares dans lequel réside l'Angleterre. Elle possède, elle exploite, elle mobilise, elle attrape des hectares dans des tas d'autres pays, l'Amérique aussi, la Chine, etc., etc. Donc un pays ne correspond évidemment pas à ses frontières nationales. Donc un territoire ne va pas recomposer, ne va pas s'inscrire à l'intérieur de limites administratives. C'est pour ça que territoire, il faut le prendre comme quelque chose de plus concret. Ce n'est pas forcément terrain de vie. Et évidemment, les territoires se superposent. Il s'agit ici d'un magnifique exemple de géographe, géographe de l'agronomie, disons, qui montre que si vous voulez dessiner le territoire de l'agriculture française, il faut y mettre l'Argentine et une grosse partie de l'Amérique latine. La Bretagne dépend de l'Amérique latine est en Bretagne, ou la Bretagne en Amérique latine, comme vous voulez. Précisément, la forme même, si vous vouliez dessiner l'agriculture bretonne, vous ne pouvez pas faire tenir à l'intérieur disons, du cadre administratif de la Bretagne. C'est un magnifique géographe qui étudie cette extraordinaire invention d'une agriculture qui sépare l'animal et les céréales, et qui est une des causes de la catastrophe agronomique dans laquelle nous trouvons. Donc, si nous définissons un territoire de la façon suivante, alors, terrain de vie, disons, pour pas tomber tout de suite dans la définition, terrain de vie, c'est ce dont nous dépendons pour subsister. Et c'est assez logique. Un territoire, ça va aller aussi loin que ce qui vous permet de subsister. Si vous ne l'avez pas, ce territoire, vous mourrez. Ça, c'est une définition simple. Donc on comprend pourquoi on a envie de le défendre aussi. Mais c'est aussi ce à quoi on tient. Ce n'est pas tout à fait forcément la même chose. C'est aussi, alors là c'est plus compliqué, et on ne peut pas le faire dans le petit schéma que je vous ai donné, ce qu'on peut visualiser. Est-ce que vous pouvez, mais vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez avec ma petite feuille, vous pouvez dessiner sur un bout, rajouter une feuille. Est-ce qu'on peut visualiser ce territoire? On voit que dans le cas du Brexit, si vous demandiez la question Brexit aux électeurs, qu'est-ce que vous faites de l'Europe? L'Europe, c'est
là, et c'est l'ennemi. Alors que là, c'est la subvention et c'est l'ami. Donc la complexité de définir la visualisation du territoire, c'est évidemment de savoir, de pouvoir se le représenter. Et évidemment, un territoire, et là, le cahier de doléances sont admirables, ça n'est que des luttes de classe géosociale, mais de lutte de classe. C'est-à-dire que c'est des fronts, des lignes de front entre ce qui soutient les alliés et les ennemis. Un territoire n'a rien, un terrain de vie n'a rien de particulièrement irénique. Évidemment, quand on parlait de la nature extérieure, celle qu'on regarde de loin, on a l'impression que dès qu'on parle de nature, on va s'entendre, parce que finalement, la nature connue par les sciences, etc., est une espèce de synonyme, disons, pour l'accord. Un territoire, c'est forcément des luttes. Monsieur Trump, le 1er juin 2017, a déclaré la guerre, de façon absolument explicite pour un militaire, a déclaré la guerre aux autres pays en disant « je vous balance mon CO2 ». Et si mon CO2 vous oblige à votre température qui monte et si vous disparaissez sous les eaux, je m'en contrefiche. C'est aussi une déclaration de guerre que si on envahit avec des tanks. La notion de terrain de vie et la notion de dessiner des lignes de front entre les territoires n'est pas irénique. La nature ne nous unifie pas. On s'en aperçoit depuis longtemps sur les questions dites écologiques. Mais encore faut-il être capable de dessiner ces lignes de front, de savoir qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Et c'est une question qui est particulièrement intéressante dans le cas américain, puisque, comme vous le savez probablement, les villes, les États, en particulier les États démocrates, sont tous en train de se battre maintenant contre M. Trump, en une espèce de guerre civile, en disant, nous, la décision fédérale ne nous concerne pas, nous, la Californie, nous, les États de l'Ouest, nous, la Pennsylvanie, nous continuerons à l'accord de Paris. Donc ça veut dire que les luttes sont évidemment pas des luttes unifiées. Donc, la dernière question d'un territoire, c'est que est-ce qu'on est prêt à le défendre ou pas? L'abstraction de la politique actuelle, le fait qu'on est... C'est quoi la politique? Ça mouline quoi? Est-ce que ça définit des valeurs? Est-ce que ça définit des intérêts? Est-ce que ça définit des sentiments qui ont été blessés, etc. C'est qu'on ne sait pas quel est le monde dans lequel on défend. Donc ma question générale est assez simple. C'est le but du livre qui s'appelle « Où atterrir ». Si on atterrit, il faut encore savoir où. Donc, en gros, pour résumer, on est en train... C'est une caricature, mais c'est juste pour résumer la situation avant de passer à l'exercice. On était dans un avion qui avançait vers le global, et à ma génération, les baby-boomers, on était très contents de cette globalisation. Le capitaine vient nous dire, désolé, mais le monde global, il a disparu entre-temps, parce qu'on ne peut pas moderniser la planète à l'échelle du niveau des Américains, etc., etc. C'est abandonné. Donc je fais demi-tour, dit le capitaine, et il reprend la parole selon la voix, il y a une voix tout à fait typique des « This is your captain again », le local vers lequel vous voulez revenir, l'aéroport a disparu aussi. Donc à ce moment-là, vous regardez par la fenêtre, par le hublot. Eh bien, ce que nous allons faire maintenant, c'est regarder par le hublot. Et pour ça, recomposer le contenu de la politique, mon petit exercice est extrêmement simple. Alors évidemment, il y a un problème de crayon. Comme toujours, évidemment, on est un peu nombreux pour faire cet exercice. Et on n'a pas beaucoup de temps, on a 20 minutes, on m'a dit. Mais je propose que vous vous arrangiez, avant qu'on pose des questions sur l'ensemble du projet. Je sais que dans un amphithéâtre, si les gens se retournent derrière, ils peuvent trouver le crayon et commencer à constituer. Alors évidemment, la question, c'est de savoir combien on remplit de questionnaires. On va pas le faire pour de vrai. Enfin, on va évidemment tâtonner. La seule chose qui m'intéresse, c'est que vous ressentiez la difficulté d'exercice. Oui, mais c'est le point essentiel. Parce que quand vous étiez quand le roi dit en janvier, chaque village doit décider de ses cahiers de doléances, ils mettent pas longtemps à le faire. Parce que, évidemment, c'est une paroisse. Ils se réunissent souvent, peut-être pour aller à la messe ou du moins attendre dehors
que les femmes suivent la messe. Et ils ont surtout une représentation du territoire à peu près visible à l'œil, si j'ose dire. Et la puissance des ennemis, la présence des ennemis de classe, elle est assez visible, disons. Même si ce qui se passe à Versailles ressemble un peu à ce qu'on appelle offshore. Maintenant, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, etc. Mais maintenant, à cause même de la globalisation, c'est extraordinairement difficile de décider même de la première question, qu'est-ce qui vous permet de subsister? Une fois que vous aurez mis, pour les gens de ma génération, caisse de retraite, elle est où votre caisse de retraite? Même ça, on ne sait pas trop, elle est où la caisse de retraite? Et elle dépend de qui, de quel financeur? C'est ça que je voudrais simplement que vous ressentiez. C'est l'extraordinaire. Alors le deuxième, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on sait à peu près qui dépend de nous. Qui ou quoi? Alors quoi, c'est déjà moins clair. Quoi dépend de nous? Le qui, on va tout de suite mettre sa famille, ses petits-enfants, etc., etc. Mais le quoi, c'est déjà plus compliqué. Et de quoi on dépend et de qui on dépend, de quoi on dépend, là, on est un peu réduit aussi. De quoi on dépend? Qui, on va dire, si vous êtes étudiant, c'est bien que mes parents me soutiennent, etc. Oui, mais de quoi on dépend? Évidemment, la question du territoire, c'est la forme de ce territoire et c'est ses composants qui est intéressante. Et peut-être la question la plus simple, c'est au fond, parce qu'on sait toujours assez quels sont ses ennemis, à qui on en a. Dans les cahiers de doléances, la rapidité avec laquelle on désigne les anciens, les profiteurs, disons, ceux qui nous exploitent, etc., se remplit assez vite. Et la question de ce qu'il faut faire et quel changement on doit faire, de façon amusante, circule à l'époque, pendant les 5 mois, toute une série de questionnaires pré-remplis. Vous seriez peut-être très content d'avoir un questionnaire pré-rempli, d'ailleurs. Donc voilà, je propose que nous passions 20 minutes à essayer de remplir cette petite affaire en échangeant des stylos et qu'après on pose des questions. Donc vous vous organisez comme vous voulez, je ne sais pas quelles sont les habitudes ici de faire des exercices ou pas. J'ai fini ma conférence. Je ne vais pas relever les copies, hein, je vous laisse partir avec. Je ne suis pas professeur à ce point-là. Imaginez que vous êtes dans le village ou dans le quartier ou dans l'entreprise ou dans l'État ou dans la corporation et que vous avez l'injonction de commencer à écrire un cahier de doléances. Qu'est-ce que vous mettez en premier? Bon, est-ce qu'on peut commencer? Donc le micro circule. Donc les représentants, si je veux dire, plus ou moins qualifiés des sous-groupes qui se sont spontanément formés par proximité de fauteuils peuvent prendre la parole. Alors on commence par le cadre 1, la liste des éléments qui nous permettent de subsister. Qui veut parler au nom de lui-même ou de son petit groupe? Il y a déjà là-haut. Ou de la difficulté à le faire. Ou de la difficulté à le faire. Écoutez, il faut être très terre-à-terre. Moi, nous avons dit à nous trois, un supermarché, un bar, il faut bien manger, il faut bien boire. Une maison, il faut avoir un toit. Hein. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas de toit. Une police pour protéger les citoyens. Voilà. Au risque de vous choquer, quoi. Je suis radicalement opposé à cette façon de poser le problème. On vous entend mal, monsieur. On entend mal. Parlez mieux. Non, le micro fonctionne. Parlez devant le micro. Je ne suis pas habitué à ça. Bon. Oui, je dis, au risque de vous choquer, je ne veux pas répondre à la question parce que pour moi, elle ne se pose pas du tout comme ça. Mais beaucoup plus simplement. Parce que le territoire, comme vous dites, vu la question posée, c'est-à-dire la protection et arrêter, si possible, le désastre économique et tout qui nous menace, ça tout le monde sait ou devrait savoir ce qu'il faut faire. Parce que ça fait 40 ou 50 ans qu'on en parle. Donc je pense qu'on peut le savoir facilement. Et pour ça, le territoire, il est mondial. Donc il faut agir à l'échelle de la planète, mais avant, commencer devant notre porte, chez nous, dans nous, quoi. C'est nous-mêmes qu'il faut se transformer. Donc, c'est pour ça qu'on vous pose des questions. Donc, il faut commencer à agir. C'est pas besoin de faire des discours, oui, mais le chez nous, alors, papier. Comment vous le décrivez, le chez nous, dans la première question? Ça aboutirait, si vous voulez, à consommer moins déjà, à une décroissance
et ensuite, parce que ça concerne surtout les pays dits en voie de développement, à faire en sorte qu'ils n'adoptent pas à fond le même système que nous avons eu, nous, qui à terme est ruineux et insoutenable. Ça, on le sait, donc il faut agir, c'est tout, chacun de nous dans son cercle. Eh oui, mais alors le problème, c'est que ça, c'est exactement le contre-exemple. Mais ça me paraît évident, quoi. Il faut aboutir à une décroissance. Seulement, on nous dit que c'est impossible. Mais si, il faut arrêter le véhicule, en tout cas freiner, avant qu'on soit dans le mur, quoi. Mais alors, voilà exactement le contre-exemple de mon exercice. Monsieur, merci de nous l'avoir proposé. Parce que c'est évidemment le passage au mondial, mais qui ne remplit pas précisément les conditions locales dont vous parlez, qui transforme la question à résoudre en une question écrasante qui produit l'impuissance que vous voulez vous-même, et moi aussi, réduire. Donc, le problème, c'est précisément ça. C'est-à-dire que dès qu'on passe au niveau mondial, global, ce qui est une évidence, évidemment, ce n'est pas des questions qui sont attachées à une définition locale, on rend impuissant, et c'est exactement l'exemple que je donnais tout à l'heure de l'article du Monde. C'est un article terrifiant et on devrait être mobilisés, on devrait tous être en ce moment sur le front, et on passe à autre chose. Donc la façon dont vous formulez les questions en refusant de le remplir précisément parce que ça serait trop local ou trop précis est la cause de notre ignorance et de notre impuissance. Et donc c'est exactement le problème. Et je suis d'accord avec disons l'idéologie, bien sûr, mais le problème c'est que j'essaye de comprendre pourquoi cette idéologie, depuis 40 ans, vous avez cité, et je pourrais presque dire depuis encore presque un siècle, a été impuissante. Il y a eu un livre très intéressant publié par un certain Audier sur l'histoire sociale de l'écologie. Il prend tout le 19e siècle. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas des écologistes qui alertent à la question. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. La question, c'est pourquoi ces énoncés, ces alertes, ces alarmes, c'est ce que vous dites très justement, cette notion de décroissance, etc., n'a pas d'effet. Et elle n'a pas d'effet, pourquoi? Mais exactement pour la question dont je parlais tout à l'heure à propos des cahiers de doléances, on a transformé la question politique en une question globale. Et cette question globale, elle n'a qu'une seule conséquence, l'impuissance. Qu'est-ce que vous faites avec le globe? Vous le portez sur vos épaules et il vous écrase. La prise de conscience dans nos sociétés occidentales où on profite justement de cette exploitation, de cette croissance dont parlait monsieur, effectivement, on en profite dans notre confort de tous les jours. Je pense que c'est difficile à remettre en cause, de se dire, j'aurais peut-être pas pu venir, comment je suis venu à cette conférence, en vélo, à pied, en voiture, en tram. Si je suis venu en voiture, j'ai été pollueur plus que si je suis venu à pied. Mais si j'avais pas de voiture, je n'aurais pas pu venir. Donc, il faut arriver à remettre en cause son confort de tous les jours. Et je pense que c'est pour ça que cette prise de conscience, elle est difficile. Et que l'inaction, la contemplation, dont vous parliez, la nature comme paysage, on se contente de contempler. Mais c'est aussi plus facile d'être contemplateur parce qu'on est passif. Et surtout quand on en profite. Parce que quand on est au fin fond du Burkina Faso, on en profite beaucoup moins. Et donc, on a du mal à se remettre en cause. Oui, mais je voudrais pas être impoli, mais vous remplissez pas mon questionnaire. Non, mais par contre, je suis d'accord qu'il est difficile. Oui, mais il est difficile. Attendez, il faut comprendre pourquoi il est difficile. Il est difficile parce qu'il oblige à sortir de positions idéologiques que nous partageons. En gros, il faut que ça soit global et il faut qu'on arrête la voiture, etc. Décrivez vous-même, vous et ceux avec qui vous êtes proches, la définition du territoire sur laquelle la question globale devient réaliste. Comment vous vous organisez pour faire ça? C'est précisément pour essayer de sortir l'écologie politique de l'idéologie de l'écologie politique. Et bien, on la partage, bien sûr. Une fois qu'on la partage, il ne se passe rien. Et je vous signale quand même, il y a quand même un problème. Il n'y a pas de parti écologique. Ils ont disparu. Les écologues ont disparu. Il y a bien une raison pourquoi ils ont disparu. Il y a bien quelque chose dans la définition de la politique écologique qui est viciée et qui explique cette disparition. C'est ça qui m'intéresse. Et là, je vous donne un exercice. Essayez pendant 5 minutes d'abandonner la position idéologique. Qu'est-ce que vous me faites? Des réponses idéologiques complètement globales. Il faudrait... Mais oui, je m'en fiche. Je veux la définition du territoire sur lequel vous habitez. Qu'est-ce que vous êtes capable de le décrire, ce territoire? Si vous n'êtes pas capable de le décrire, vous êtes comme les Brexiteurs. C'est évident que vous allez voter contre vos intérêts. Vous ne saurez pas quels sont vos intérêts. Vous ne savez pas le monde dans lequel vous êtes. Excusez-moi, je
monte un peu, je dramatise pour les besoins de la cause. Au risque d'être aussi en dehors du questionnaire, je dirais qu'aux réponses matérielles et aux réponses institutionnelles, je proposais d'ajouter une culture, une croyance, des idéaux, c'est-à-dire des choses qui existaient du temps de ma génération. Je vais avoir 84 ans. Ajoutez-les, monsieur, ajoutez-les. Ajoutons encore, ajoutons. Mais ça répond toujours pas à la question. Il y a une résistance forte. C'est à qui? C'est à moi? Non, mais c'est intéressant, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi on ne sait pas parler politique de ces questions-là. Alors, oui, moi je me suis posé... Où est-ce que vous êtes? Devant. Ah, bonjour madame. Deuxième rang. Bonjour. Et puis le premier rang aussi. Moi je me suis posé la question du terrain de vie. Et donc, alors je vais parler concret. Là, il y a 10 ans, j'ai monté une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, on s'est réunis, on a choisi un paysan et qui était donc à 15 km de chez nous, enfin de mon village, et dans un autre village. Et moi, je suis allée à cette AMAP parce que je ne pouvais pas cultiver les légumes sur mon terrain. C'est que je ne pouvais pas parce que je travaillais aussi. Et donc voilà. Et du coup, moi, en terrain de vie, très souvent, j'ai pensé que j'aimerais que le terrain de Mathias, notre maraîcher, qui était à 15 km, j'aurais bien aimé qu'on s'en occupe bien et que je me disais, mais s'il se passait quelque chose, j'aimerais bien que Mathias se souvienne de moi. J'aimerais bien aller le voir sur son terrain. Mathias, c'est le nom du fermier? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Il n'y a pas eu la guerre, donc voilà, mais donc ça fait 10 ans. Et ça fait 10 ans et j'ai la sensation de partager un terrain de vie avec lui, même s'il n'est pas dans mon village. On est à 20 km de... Oui, mais ça, le territoire ne va jamais ressembler maintenant. Ça, c'est une illustration parfaite. Le territoire ne va jamais ressembler au territoire administratif. C'était vaguement possible du temps... le monsieur est venu en voiture, c'est une évidence. Les territoires ne ressemblent plus aux anciennes paroisses de la Révolution française, qui d'elle-même était déjà très délocalisée. C'est tout à fait normal. La question qui m'angoisse, c'est ce qui est arrivé à cette AMAP. Elle existe toujours, ça fait 10 ans. D'ailleurs... Donc, subsistance, ici, c'est pris au sens de légumes frais, bio, produits par monsieur Mathias. Les tomates, avant tout. Je pense. Donc, on est passé à un autre extrême, là, c'est-à-dire à la définition du local comme vraiment local mais c'est pas votre... Nourricier. Vous ne subsistez pas entièrement sur les légumes de monsieur Mathias, que je sache. Et non. D'accord. Donc, il faut ajouter peut-être d'autres éléments dans la liste, mais je vous remercie d'avoir accepté de remplir au moins une ligne de mon questionnaire. Mais l'opération est quand même pas si facile. Oui, Madame Devant. Alors moi, c'est sans idéologie. Le premier élément, ce serait le réseau de l'eau. Je vois que c'est essentiel, par exemple, en ce qui concerne les migrants, quand on leur enlève l'eau des toilettes et de la douche, c'est ce qui leur enlève la dignité et la possibilité de vivre. C'est le réseau de communication, c'est-à-dire les rues, les routes, les chemins. C'est l'agriculture. Je mettrai le système médical, l'accès à un système médical et l'accès à un système éducatif. D'accord. Et c'est un... Ça en fait 5. C'était ça. C'était les 5 éléments les plus... j'aurais choisi. Déjà, c'est un peu plus précis. Ça reste quand même, système éducatif, c'est assez large. Mais l'eau... Une école. Vous pouvez préciser l'eau, parce qu'à Montpellier, l'eau, c'est un truc important, ça déborde, il y a des inondations, etc. On peut être un peu plus précis. Ce serait la possibilité d'une alimentation en eau, d'avoir accès de l'eau à son robinet. D'accord. Donc on a au moins un être non social qui vient dans la liste. C'est déjà formidable. Oui, d'accord. Okay. De même que tout à l'heure, on avait un agriculteur. On va peut-être arriver à composer peu à peu un monde un peu plus concret. Mais système éducatif et système de santé, c'est trop vaste. C'est trop abstrait. Une école, un hôpital, voilà. Oui, mais laquelle? Celle sur laquelle vous subsistez. Enfin, on pourrait continuer si on avait du temps. Et vous avez peut-être ici d'autres, des gens des hôpitaux et des gens qui commenceraient à désigner les ennemis. Ça, c'est la troisième question. Il y a quelqu'un en haut, puis il y aura ici après. Alors, je vais être honnête, je n'ai pas envie de répondre à votre questionnaire. Ah ben c'est très bien. Voilà. Bon.
J'espérais pas que tout le monde allait répondre à mon questionnaire. Pour quelle raison? Parce que, pour moi, le problème numéro 1 de ce monde, c'est le manque de culture. C'est quoi? Le manque de culture. Je vais être plus précis. J'ai le sentiment que... Vous répondez à la question 3, en fait, à la question 4. C'est possible, mais... Ce sont vos ennemis. Le manque de culture est votre ennemi. Non, je trouve quand même... Je ne suis pas fanatique de Trump, loin s'en faut. Mais je trouve quand même un peu facile de taper sur le président des États-Unis parce qu'il ne partage pas vos opinions. Hein. Je suis désolé de vous le préciser. L'environnement, effectivement, est une question aussi majeure. Cependant, on ne... Mais vous ne dites pas pourquoi vous répondez. Vous ne voulez pas répondre à ma question. Alors. Parce que pour moi, le problème essentiel de ce monde, c'est la culture. Ok. J'ai pas fini. Non, mais je suis d'accord, mais il faut être plus précis, d'accord? Oui, ben, je précisais. On va vers une forme de déshumanisation de la société parce qu'on ne va pas faire des cultures plurielles. Vous me suivez? J'attends la fin. Voilà. On attend la suite. Oui. J'attends la chute. Ça fait rire tout le monde, mais bon. Disons que la globalisation, l'uniformisation nous empêche d'avoir nos propres idéaux, notre propre culture, nos propres valeurs aussi, nos propres idées, je vais faire la litanie des choses, et aussi notre propre libre arbitre. Et personnellement, je ne suis pas sûr que penser d'abord à soi soit la solution. Ah bah alors ça c'est contradictoire. Non. Parler de libre arbitre, vous défendre du libre arbitre et pas vouloir remplir mon questionnaire, alors là je comprends pas. Non. Pensez d'abord aux intérêts nationaux avant de penser à soi. Oui, mais d'accord. Ça me paraît essentiel. Le roi, ce bon roi Louis XVI, avait aussi plein d'intérêts nationaux, mais il avait quand même eu l'assez bonne idée de demander aux gens, mais vous, là, ce village, cette corporation, c'est quoi vos intérêts? Et ensuite, on a pu composer l'intérêt national. Mais le problème, c'est que c'est quoi l'intérêt national maintenant? Entre les AMAP et, par exemple, l'agriculture dite moderne, c'est quoi l'intérêt national? Qu'est-ce qui définit l'intérêt national? Mais justement, actuellement, on est enfermé dans les corporatismes qui n'aident au final personne. On est enfermé dans l'église. Vous ne me donnez, monsieur, que des raisons pour remplir mon questionnaire. Dans la méconnaissance des institutions, donc c'est... Je ne vois pas du tout pourquoi vous ne le remplissez pas. Parce que je ne suis pas un révolutionnaire, simplement. Voilà. Parce que quoi? Je ne suis pas un révolutionnaire. Non, mais il n'y a pas de révolution dans les cahiers de doléances. La révolution, elle arrive comme une... C'est un peu cet esprit-là, quand même. Hein. Non. La révolution, elle arrive quand elle agrège toutes ces affaires et que ça devient une question de régime. Et le régime monarchique ou le régime républicain. Mais précisément, l'équivalent de cette agrégation excessive, c'est les questions successives sur il faudrait des valeurs, des changements de culture, etc. C'est-à-dire l'idéologie globale. Le problème de l'écologie, c'est que, évidemment, elle est globale en un certain sens, mais dès qu'on parle de transformer globalement la société, la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de politique dedans du tout. Parce qu'on est écrasé par cette affaire de global. Et évidemment, la question du climat, c'est un ennemi, en quelque sorte, de cette affaire. Qu'est-ce que vous faites avec le CO2? Évidemment, il est global, il se diffuse pour des raisons, évidemment, chimiques. Mais comment vous abordez ces questions en termes de politique, en termes de culture, comme vous dites, en termes de libre arbitre, comme vous dites? Il me semble que tout ce que vous avez dit justifie complètement le fait de remplir ce questionnaire et de commencer à composer ensuite. On serait bien en peine de définir l'intérêt national. La question de l'agriculture, par exemple, c'est un cas particulier. C'est quoi l'intérêt national de l'agriculture française? Il faut le composer de combien? De combien de fermes? De combien de définitions des repas? De combien de définitions du bio? De combien de définitions de ce que c'est qu'une vache? De ce que c'est que le méthane émis par une vache, etc. Toutes ces questions de composition, c'est précisément l'équivalent
de la question posée au moment des cahiers de doléances. Recomposons, pièce par pièce, ce que vous appelez fort justement libre arbitre, multiplicité des cultures, etc. Alors, il y a monsieur, puis madame après. Attendez, il y a monsieur. Oui, pour ma part, j'ai essayé de répondre à la question en posant d'abord le pays, parce qu'il se trouve que je suis né ici. Voilà. Je suis arrivé, je ne sais pas comment, mais je suis arrivé. Je suis arrivé dans ce pays. Au sens national ou le pays local? Le pays, quand on parle. Pour moi, se surimprime, parce que je ne peux pas dissocier la géographie de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, aujourd'hui je suis là, mais j'étais tellement ailleurs que je suis là aujourd'hui, mais je suis tributaire d'une histoire qui est la France. Voilà. Ça, c'est pour moi, pour le pays. Ensuite, il y a les choses. Les choses parce que si j'avais pas d'eau, ça a été dit, si j'avais pas d'énergie, si j'avais pas de toutes ces choses-là, je ne pourrais pas vivre. Ah ben voilà, déjà là que commence à se remplir. Je ne pourrais pas vivre. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ensuite, les personnes, parce que j'ai eu un père, une mère, une famille, un environnement, des amis, parfois aussi des liens sociaux qui me sont essentiels. J'ai besoin de tous ces éléments-là pour pouvoir vivre. Ensuite, l'institution, parce que s'il n'y avait pas des institutions, je ne pourrais pas toucher ma retraite à la fin de l'année, du mois. Et je suis heureux de toucher cette retraite. Alors, bien sûr, sans arrêt, je me pose le problème de l'organisation, parce que à la fois je considère que l'institution est indispensable, mais j'ai un esprit critique à l'égard des institutions parce qu'elles ne se remettent pas en cause. Et j'ai vécu dans des institutions extrêmement qui a du mal à se remettre en cause. Donc l'organisation est importante. Donc il y a l'institution, il y a l'organisation, et puis je pense que j'ai fini les 5 là. Est-ce qu'on peut nommer la caisse de retraite? Moi, je suis un retraité de l'enseignement, quoi. Hein. D'accord. On est dans la même. On participe. Non, mais c'est juste pour essayer d'aller dans la direction du précis. Alors, madame, pardon, là-haut. Oui, alors, moi, j'ai commencé à remplir, comme je suis disciplinée avant votre conférence. Donc, en fait, finalement, j'ai mieux compris les consignes de l'exercice et j'avais rempli sur ce dont j'aimerais dépendre uniquement. Ah, vous êtes à la 4e, alors. À ce dont vous aimeriez dépendre. Ne subsister, donc effectivement, les éléments naturels, le lien social, la culture, qui fait que, qu'on partage des choses et qu'on réfléchit. Mais finalement, très concrètement, effectivement, je dépends pour une part de choses qui sont locales parce que je suis dans une AMAP et que j'achète mon énergie à Enercop, mais globalement, je dépends de plein de choses internationales et je dépends, par exemple, des ouvriers qui transforment des matières qui sont extraits dans des sols très bien loin de nous. Donc, par contre, ça, on est d'accord que c'est un peu le problème. Est-ce qu'on a besoin effectivement de cette première question? Est-ce qu'on peut pas déjà passer, plus rapidement à la 4e, c'est-à-dire ce qu'on veut défendre et ce contre quoi on veut s'opposer dans un sens et ça me fait penser, pour avoir vu le film récemment qui raconte l'histoire d'Alternativa, de la COP21, etc., d'un peu ce cheminement-là de gens de la jeune génération qui choisissent de s'opposer à des ennemis qu'ils nomment de façon très précise, parce que paradis fiscaux, parce que exploitation des ressources pétrolières. Donc il y a quand même déjà des choses qui se dessinent, y compris dans notre société. Alors ce que je propose, c'est de dire, est-ce qu'on s'y met tous effectivement de façon pratique, de nous opposer à la source de ces nouvelles luttes qui ne sont pas seulement sociales mais aussi écologiques. Le problème, c'est que si on remplit la question 3 ou 4, je l'ai appelé le 4 là, avant la question 1, on risque de s'accorder sur des ennemis à combattre, mais sauf qu'on n'a pas la base pour les combattre. Donc ça va devenir de nouveau une version très, très abstraite. Mais dans la première partie de votre présentation, il y avait l'élément évidemment essentiel qu'on va retrouver
tout le temps, si on faisait l'exercice, si on avait plus de temps et qu'on était moins nombreux et qu'on avait surtout des choses à se dire ensemble par groupe d'intérêt, par exemple groupe d'AMAP ou bien groupe de caisse de retraite ou peu importe, c'est évidemment que ça ressemble jamais à la distinction globale locale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une situation. D'ailleurs, c'était évidemment déjà le cas des cahiers de doléances en 89. Alors évidemment, 2 siècles après, c'est encore plus vrai. La forme de nos appartenances, de nos subsistances, donc de nos terrains de vie pour éviter territoire, elle est évidemment complètement en réseau. Et vous avez parfaitement raison. On associe des éléments qui sont extraordinairement lointains. Le problème de la globalisation, c'est aussi qu'on les perd de vue et qu'on ne sait même pas les désigner. C'est ça qui donne cette abstraction énorme de la définition des intérêts politiques. Et le gros problème de la troisième question, c'est que si on n'a pas défini la première, on va faire la liste de tous les ennemis qu'il faudrait avoir, et on va dire ça c'est très mauvais, ça c'est très mauvais, c'est très mauvais, mais on n'a pas la base de la première question qui sont comment est-ce qu'on constitue les intérêts qui vont être ensuite notre capacité de bataille pour la troisième question. Donc mais on peut sauter le questionnaire. On peut sauter. Madame ici, puis monsieur un peu plus haut. Monsieur d'abord, non ? Non, allez-y, madame, vous avez le D'accord. Alors, pour moi, parmi les éléments dont j'ai besoin pour subsister, en plus de ce qui a été dit avant, il y a notamment la radio, et en particulier, par exemple, France Culture. Ah, ça, c'est admirable. Voilà, monsieur, vous êtes content, vous parlez de culture. France Culture dans la liste de ce qui permet de subsister. Voilà. Ça, c'est quand même merveilleux. Et alors l'autre exemple aussi, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais sur Montpellier, la Gazette qui existe depuis plusieurs décennies, et c'est un journal local, et il y a 15 jours, le grand titre, la première page, c'était sur les insectes qui disparaissent, pourquoi c'est important. Voilà. Et dedans, il y avait une des personnes, visiblement scientifiques, CIRAD ou autre, qui disait qu'il y avait un exemple l'an dernier, je crois, ou cette année, où l'Australie a demandé à transférer des bousiers parce qu'ils en manquaient. Et donc, moi, je me dis que les bousiers qu'on a là, localement, on en a absolument besoin. Les Australiens transfèrent quoi ? Des bousiers, vous savez, des petits... Enfin, c'est des insectes. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient trop de mouches dans leurs étables et que donc, tout ce système écologique qui est tellement perturbé fait que si vous n'avez plus de bousiers, vous n'avez que des mouches et vous ne pouvez plus transformer vos matières qui sont dans les étables. Et je suis très inquiet pour les Australiens. À chaque fois qu'ils ont apporté un truc, il leur est arrivé des catastrophes 3 fois. Voilà, donc c'est pire. Donc je me dis que nous dépendons, je me sens dépendre. Chaque fois que je vois un bousier, maintenant, je me dis, oulala, mais oui, reste là, ne t'en va pas et ne mange pas trop de glyphosate et compagnie. Voilà. Donc là, on a bien un nouvel être, bousier, qui rentre dans la politique, mais le problème, c'est que c'est des bousiers australiens. Donc, Non, elle veut garder les bousiers d'ici. Ah, vous voulez garder vos bousiers ici ? On en a besoin ici. C'est un front de lutte que j'ignorais. Oui. Le territoire et puis les éléments qui nous permettent de subsister. J'ai été perplexe au début. Alors, excusez-moi. Ça mouline un petit peu. Et en fait, contrairement à ce qui s'est passé à la Révolution française, où la notion de territoire était rassemblée, on avait une vision physique des choses. Oui. Notre territoire, le territoire dont je dépends ou dont nous dépendons, il est à la fois en pointillé, il est dématérialisé, et il est en pointillé sur la France, mais dans le reste du monde, comme dit madame, les bousiers, et comme tout un chacun, ça m'est arrivé de commander sur Internet des choses que je fais venir de Nouvelle-Zélande ou de Chine. En très petite quantité, certes, mais en 2 siècles, ça s'est éparpillé façon puzzle, comme disait l'autre. Vous comprenez ? Donc c'est très difficile d'avoir la conscience du territoire dont je dépends. Voilà. Alors naturellement, il y a la sécurité sociale, il y a les réseaux d'eau, il y a toutes ces choses-là, bien sûr. Mais ces choses-là, elles sont dématérialisées. Et c'est peut-être ça qui participe de notre perplexité, ce que vous évoquiez là avec le maelstrom. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est exactement pour ça qu'on fait l'exercice. Vous redonnez la logique de l'affaire. C'est précisément en pointillé parce qu'on ne le décrit pas. Et évidemment, ça ne correspond pas à un territoire. Et d'ailleurs, c'était déjà pas le cas. On dit, pour nous, on a l'impression que les parois, c'était
Mais en fait, c'est pas, évidemment pas vrai. C'était déjà très compliqué, très intriqué, déjà en réseau. Il y avait en plus la loi d'ouverture des marchés avec l'Angleterre qui posait plein de problèmes, etc. Mais en fait, c'est vrai, le point général que vous dites est parfaitement vrai, et c'est précisément ce qui rend encore plus nécessaire nos capacités de description des territoires vécus. Et effectivement, ces territoires, il y a un bout de la Nouvelle-Zélande, de même que dans l'agriculture bretonne, il y a un bout de l'Argentine. Et comme on a de la peine à le décrire, du coup, quand on veut savoir quels sont nos intérêts politiques à défendre, on ne sait pas quels sont nos intérêts. Et ne pas savoir quels sont nos intérêts, c'est rendre la politique absolument impuissante. Donc, merci, c'est une autre définition de la nécessité de l'exercice. On va prendre peut-être la dernière question, parce que l'heure passe. On va prendre la dernière question avec madame. À cause des problèmes d'heure et de... Oui, madame et madame. Alors, madame, à vous le dé. Ah, bon. Excusez-moi. Allez-y. Je vais faire dépêchez-vous. Moi, je rejoins un peu ce que tout le monde a dit, mais du coup, je vais essayer de mettre des noms sur tous ces concepts, comme vous nous le proposez, ce qui est compliqué. Pour moi, je dirais que c'est mon travail qui me fait subsister. C'est bien. J'aurais pensé quand même qu'à un moment, on allait parler du travail. Mais c'est sujet à le mentionner quand même. Tout le monde ne dirait pas ça, même moi, je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais jamais dit ça. C'est quand même assez logique, oui. D'accord, merci, monsieur. Donc, le travail est parfois... Remarquez, France Culture, c'est bien aussi, mais ça fait pas quand même tout à fait subsister. Le travail, finalement, oui, d'accord. Alors, pour rejoindre les pointillés du monsieur, je dirais l'électricité. Parce que je pense que, si d'un coup, on n'avait plus d'électricité, la subsistance serait quand même légèrement plus compliquée. Et du coup, ça nous renvoie sur toutes les centrales nucléaires. Bon, voilà. Et plus je pense à l'agriculture... Le dessin va se compliquer. Si on a EDF, si on a le nucléaire, oui, d'accord. Et puis plus quand je pense à l'agriculture, j'ai l'impression de voir une banane, c'est-à-dire qui va de Montpellier jusqu'à Madrid. Donc, une banane oui, une banane géographique. Ah, pardon, excusez-moi. Une forme de banane. C'est-à-dire que... des fabricants de bananes, ça m'étonne. Voilà. Malgré tout, de l'attention que je porte à ma nourriture, je pense que je mange pas mal de produits qui viennent d'Espagne. Ah, c'est intéressant. La banane, c'est régional. Hein. Voilà. Oui. D'accord. Un arc. C'est une genre de banane régionale, oui. Qui va jusqu'où? En Catalogne? Un arc qui va, jusqu'en Espagne. Vous avez voilà. Catalogne, jusqu'en Espagne. Jusqu'en Espagne, oui. Quand je pense à l'agriculture, je vois cette forme. Non, mais ça, c'est très intéressant, monsieur, excusez-moi de vous interrompre, parce que c'est une unité géographique différente de l'individuel, du national... Oui. Du régional, etc. C'est une autre forme. Donc ça, c'est bien. Ça complique un peu notre dessin. Voilà. Et l'électricité, ça va être compliqué de mettre l'électricité, mais je comprends, c'est important. Oui. Et aussi, du coup, le centre-ville, parce que c'est là où j'habite, c'est là où je travaille, c'est là où sont mes amis, ma famille. Donc c'est principalement le centre-ville. D'accord. On a une version un peu plus concrète de mon questionnaire. Merci. Très bien. Madame, si vous avez un micro... Oui, excusez-moi. Non, mais parce que nous sommes relayés par une radio, donc ils n'entendent rien s'il n'y a pas le micro. Bon, alors, ils sont en train de pour la radio. Donc moi, je me suis placée, j'ai des cheveux blancs depuis longtemps, mais je me suis placée comme une élève, puisque j'avais un professeur en face de moi qui me demandait de remplir une copie. Alors j'ai appelé LFX, Montpellier, et j'ai rendu copie blanche. Ah. Alors le professeur, la semaine suivante, il m'a rendu ma copie blanche. Et il m'a dit 0 sur 20, peut mieux faire. Et je crois que dans le peut mieux faire, il y avait tout dit. C'est-à-dire qu'on peut tous mieux faire. Ah ben, je vous remercie, voilà une belle fin. Excusez-moi, j'étais inscrit, mais vous me voyez pas, je suis en haut. Là. Oui. J'avais juste une intervention, justement pour prolonger ce que disait Michel il y a 2 minutes par rapport à l'échelle sur laquelle on peut raisonner. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne pouvait pas raisonner généralement sur l'échelle administrative. Moi, j'avais plutôt pensé au départ à la commune, parce que la commune reste encore un territoire sur lequel on a une connaissance à peu près bonne de ce qui s'y passe, avec une institution qu'on connaît à peu près, puisque même si beaucoup de gens ne connaissent pas leur maire, on sait qu'on a quand même un conseil municipal avec des élus qui sont un peu accessibles. On a aussi des réseaux d'alimentation et des réseaux routiers qui permettent de vivre. La question derrière, c'est que effectivement cette échelle-là ne suffit pas, puisque par exemple on travaille sur une commune qui peut être à côté, voire un peu plus loin. Donc on va raisonner un peu plus loin quand on raisonne sur le travail.
Et puis quand on raisonne effectivement sur l'alimentation ou sur notre téléphone portable par exemple, on est obligé de passer à l'échelle mondiale. Donc forcément, on a une vision un peu floue du territoire duquel on dépend. Bon. De là-dessus, moi, je voudrais atterrir sur une interrogation, sur une question, c'est sur quelle échelle on peut avoir un impact, une action. Si on raisonne en termes de local, sur notre jardin ou sur notre commune, l'impact de nos actions va être relativement limité. Si on veut raisonner sur le climat, par exemple, on aura un certain nombre d'actions qui peuvent porter leurs fruits. Sur nos propres émissions, sur le fait de conduire ou pas une voiture, le fait de prendre les transports en commun ou le vélo. Mais par contre, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on ne pourra pas agir. On ne pourra pas agir sur la réglementation, sur les industries ou sur globalement le transport routier ou le transport ferroviaire. Donc, quelle est la question sur laquelle je voudrais arriver, c'est quelle est la première échelle sur laquelle on pourrait avoir un impact. Et aujourd'hui, par rapport aux institutions dans lesquelles on se trouve, il me semble que la première échelle, c'est la nation. C'est justement le pays dans lequel on se trouve, avec des institutions et un mode électoral sur lequel on peut agir. On est convoqué à des élections régulièrement. La question derrière, c'est est-ce qu'on s'empare de ce pouvoir électoral, de cette capacité à voter et à faire changer certaines choses, ou est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'agir à ces moments-là? Voilà. La question est ouverte dans les deux sens. Oui, mais si ce que vous disiez sur le national était exact, on aurait des partis écologiques, ils ont tous disparu. Et l'autre chose, sur les communes, mon expérience d'avoir essayé de construire des cahiers de tolérance dans plusieurs petites communes d'Auvergne, c'est qu'en fait, la commune, oui, elle est vraie, administrativement, c'est une unité, il faut en partir, elle a des tas d'avantages. Quand vous commencez à définir les intérêts communs des gens d'une petite village de 150 habitants, vous êtes assez surpris. C'est assez compliqué de trouver 2 ou 3 personnes simplement qui ont les mêmes intérêts, entre les agriculteurs, les Parisiens en vacances, les fonctionnaires en retraite, les policiers, les gendarmes, etc., etc. C'est vachement dur dans un petit village de trouver cette unité. Et de nouveau, on a le problème. Moi, je suis assez contre la notion d'échelle. Parce que justement, la question des échelles, c'est une grande question d'écologie politique. Elle varie avec les objets. L'eau, l'électricité, les voitures, comment vous les appelez, les bousiers, pardon, c'est pas les mêmes échelles. Y a chaque être de ce territoire a des échelles. C'est pas seulement qu'ils sont petits ou grands, c'est qu'ils définissent des tailles différemment. Et donc, encore une fois, le problème, c'est d'arriver plutôt à se dire, oui, la commune, c'est une échelle plus petite que les autres et il y a une espèce d'emboîtement. Mais si on prend une commune, on va s'apercevoir qu'elle est elle-même déjà très dispersée. Et ça dépend évidemment des communes, ça dépend où elles sont près de la ville, etc. Donc, sur les doubles questions, pour répondre à votre question, je n'ai évidemment pas la réponse, mais c'est que si ma réponse, c'est de dire qu'il faut faire les cahiers de doléances un peu plus précisément. C'est-à-dire que reposer aussi la question des échelles. Madame disait tout à l'heure que son affaire ne tenait pas dans son village. Ben, oui, c'est une évidence. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dessine ce qui tient, et à ce moment, ça ne va pas faire la même chose. La banane dont parlait monsieur, c'est encore une autre forme, etc. Il y a une multiplicité des échelles. Et si on n'arrive pas à rendre compte de cette multiplicité, ben, on est toujours dans l'opposition individu, commune, région et ensuite nation. Visiblement, ça ne donne pas de bons résultats. La question écologique, elle n'est pas portée au niveau national par aucun parti. Enfin, disons, en gros. Donc, ça veut dire que la question nationale n'a pas été capable d'absorber, de mouliner, de composer les questions que nous essayons de composer dans ce petit exercice. Et je vous remercie de vous y être prêté. Je suis désolé, mais le temps nous presse.